15 heures sur Télé Djibouti. Bonjour et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre du Commerce et du Tourisme est en tournée dans la région d'Ali Sabieh. Et en Libye, un groupe d'écologistes lutte pour sauver les forêts. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Présidé par le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud, le comité de pilotage de l'évaluation nationale indépendante sur les performances du système éducatif a reçu le rapport de la dite évaluation au cours d'une réunion qui s'est déroulée ce matin au cabinet du MENFOP. Ayane Ousmane Abrar, conseillère du ministre et secrétaire exécutif du comité supérieur de l'éducation, et Atabanam Simbou, expert international, ont fait la recension des résultats de l'évaluation nationale indépendante sur les performances du système éducatif. L'occasion pour eux de rappeler l'intérêt de l'évaluation nationale indépendante qui sert entre autres à déterminer les niveaux de théâtre de compétences des élèves dans les domaines évalués, donc pour en établir la cartographie au niveau national, identifier les acquis, les lacunes et les besoins en apprentissage des élèves, appuyer les écoles, les enseignants et les élèves afin d'améliorer les apprentissages et appuyer la formation et le suivi encadrement des enseignants sur la base des difficultés et des lacunes identifiées. L'occasion aussi de rappeler le contexte, les objectifs et la méthodologie de l'évaluation nationale indépendante. Puis le comité de pilotage a pu avoir une image très fidèle des compétences des élèves de deuxième année du primaire et connaître les facteurs de réussite scolaire ainsi que les pistes de réflexion à travailler pour améliorer les performances du système éducatif. Pour rappel, le MENFOP avait développé des échelles de compétences spécifiques pour chaque cycle et chaque domaine et défini un seuil minimum de compétences. À ce titre, l'évaluation s'est focalisée sur les échelles de compétences en français et en mathématiques. Un atelier de formation portant sur la conception d'un cadre de système d'assurance de qualité s'est ouvert ce matin donc au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed. Et cet atelier, donc ce concept, précisons-le, a été déjà élaboré par l'Observatoire de la qualité du MENFOP. Ce vaste programme de formation est donc piloté par le dit Observatoire avec l'appui d'une consultante internationale, Maria-José Ramirez, va se poursuivre c'est poursuivi jusqu'au 27 avril et va profiter à un large public de cadres du MENFOP issus principalement de l'enseignement général et technique, de l'inspection générale, de la direction des examens et des concours, de la planification, de l'Observatoire de la qualité de l'enseignement et des apprentissages du CRIPEND. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdellah Mahyoub, le secrétaire exécutif, l'inspectrice générale de l'enseignement général et la directrice générale du centre, donc Aïcha Farah, ont parrainé la cérémonie de lancement officiel de cette importante formation. Un aspect clé, c'est de pouvoir faire le suivi de la qualité des écoles, faire le suivi des apprentissages. Et pour ça, on est en train de travailler avec le MENFOP dans un système d'assurance qualité qui nous donne information sur comment fonctionnent les écoles, comment c'est la qualité des apprentissages, comment c'est les aspects pédagogiques dans la salle de classe. Et comment ça fonctionne du point de vue de la communication et l'engagement avec les parents et la communauté scolaire. Comment c'est l'infrastructure de l'école, les ressources pédagogiques, et le personnel, les cadres d'enseignants. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir faire le suivi de toutes ces conditions qui sont clés pour assurer la qualité de l'enseignement dans les écoles et aussi pouvoir avoir information sur le contexte plus large dans lequel opèrent les écoles. Et suivant également les impressions des autres responsables présents lors de cet atelier. D'un atelier qui avait débuté le dimanche 23, effectivement, ça portait sur le sac
c'est-à-dire le système d'assurance de qualité pour le système éducatif djiboutien. Donc nous avons passé en revue tous les points et cette fois-ci c'est pour renforcer les acquis déjà et pour améliorer davantage nos stratégies d'action aussi bien dans les écoles, dans les établissements qu'au sein même du pilotage au ministère. Nous avons eu la participation ou la collaboration d'une consultante internationale qui nous a permis de voir un peu ce qui se passe dans les autres pays. Effectivement, nous avons passé en revue le SAC de l'Union européenne, du Chili, de Haïti et du Mexique. Nous avons essayé d'élaborer notre propre SAC et de prioriser quelles sont les thématiques, quels sont les éléments et les points sur lesquels nous devons intervenir en premier lieu, échelonner ça et planifier ceci, et puis voir quelle stratégie surtout de communication pour faire participer et les parents, les enseignants, les chefs d'établissement. Nous avons également présenté ce qui se fait à Djibouti, c'est-à-dire les normes et les qualités standards des chefs d'établissement, des établissements eux-mêmes, quel environnement nous voulons offrir à nos enfants. Le préscolaire a été au rendez-vous, a été même le point fort de cette présentation. Voilà en tout ce que nous avons réalisé. Dans l'actualité également, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diriye, poursuivant la tournée sur la valorisation du tourisme, s'est rendu cette fois-ci dans la région d'Ali Sabié, accompagné de son staff, dont le secrétaire général Ali Daoud, les conseillers techniques, les hauts cadres du ministère, ainsi que le directeur de l'Agence nationale du tourisme, Ousmane Abdi. Le ministre, à son arrivée, a été accueilli avec sa délégation par le préfet de la région, Moussa Daral Migane, le président du conseil régional d'Ali Sabié, Sharmak Hassan. Le ministre du Commerce a visité les différents lieux et sites touristiques à Darasbio, notamment à Samo et Daidan. La région d'Ali Sabié possède de nombreux sites propices à la promotion du touristique, tels que le site Grand Bara pour voir les gravures rupestres et s'abonner avec joie le village médiéval de Darasbio où se déroule chaque année la marche à dos de dromadaire qui arrive jusqu'au chef-lieu de la ville d'Ali Sabié. La forteresse du col d'Ambokta, située à l'entrée, est un vestige de la Seconde Guerre mondiale, récemment réhabilité conjointement avec l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié.
Et lors de sa rencontre avec le local de la région, le ministre du Tourisme et du Commerce a fait part des projets qui sont en cours. Le secteur du tourisme de la région a-t-il déclaré disposant de potentialités importantes pour son développement économique, car a-t-il ajouté, la région dispose de très beaux sites naturels. C'est pourquoi le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a placé le tourisme comme une des priorités dans la politique nationale du développement socio-économique, puisqu'il peut être un catalyseur dans la création d'emplois et de richesses. Afin de tirer profit du tourisme, le gouvernement s'est engagé, a poursuivi le ministre, en exergue dans un vaste chantier pour accélérer le processus de transformation de ce secteur stratégique. La délégation djiboutienne a pris part aux assemblées annuelles communes des institutions financières arabes et se sont réunis sous le patronage de M. Aziz Akanouch, le chef du gouvernement marocain, qui a fait lecture de la lettre royale adressée par le roi aux participants aujourd'hui à Rabat. Il s'agit du Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, le Fonds monétaire arabe, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, l'instance arabe des investissements et du développement agricole et de l'institution arabe pour la garantie des investissements et de crédit à l'exportation. Cette délégation conduite par le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane Ali, de l'ambassadeur de Djibouti, Douhour Hirsi, et du directeur du cabinet, ainsi que de plusieurs autres responsables. En outre, les ministres des Finances des pays arabes ont tenu leur session ordinaire du Conseil des ministres des Finances arabes, ont également pris part à ces réunions les présidents des conseils d'administration des 5 institutions ainsi que les représentants d'organisations internationales et régionales. Et dans son intervention, le directeur général Ahmed Awad a expliqué qu'une délégation djiboutienne conduite par le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti a participé à l'Assemblée générale des institutions financières arabes à Rabat. Il a fait savoir que dans ce cadre, il a pu participer à la réunion des fonds de garantie des pays arabes pour discuter avec ses collègues arabes sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération entre les institutions de garantie. Dans l'intervention qu'il nous a accordée, il a expliqué quels étaient donc les différents outils dont disposait le FOGAD pour accompagner et appuyer les jeunes dans l'entrepreneuriat et dans l'acquisition de logements sociaux, projet financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme Zéro Bidonville. Direction Dikil, à présent, une équipe mobile conduite par le médecin-chef du CMH de Dikil, Dr Djama Moussaouaï, s'est rendue à Sankal le 27 avril dernier pour octroyer des soins médicaux avec l'appui logistique octroyé par le ministère de la Santé aux populations de ce secteur. Cette visite médicale dans la localité de Sankal et ses alentours a regroupé massivement toutes les populations de Sankal et ses environs. Les prestations fournies par cette équipe étaient donc des consultations d'ordre médical pour les adultes et pour les enfants, des consultations prénatales et vaccinations de routine. À ce propos, les habitants de cette localité ont remercié le médecin-chef du CMH de Dikil et son équipe, ainsi que le ministère de la Santé. L'équipe mobile des centres médico-hospitaliers de Dikil, avec l'appui logistique du ministère de la Santé, ont effectué une visite médicale. Cette équipe était composée des médecins et des paramédicaux. Les prestations fournies par cette équipe étaient les consultations médicales adultes, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, les consultations prénatales et la vaccination de routine. La consultation médicale et les consultations et la prise en charge médicale intégrée dans l'enfant, les populations qui ont bénéficié augmentent à terme de 500 patients. Les populations de cette localité et des sous-localités ont bien répondu cet appel et ont largement bénéficié. Et Inch'Allah, très prochainement, le ministère de la Santé, en collaboration avec les partenaires internationaux, vont organiser une large campagne de vaccination de routine afin d'améliorer et de mettre à jour à la couverture vaccinale de nos enfants.
Sport pour clore l'actualité nationale sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la sous-direction régionale d'Obok a clôturé le tournoi intitulé Futur Talent. L'événement a vu la participation du préfet Abdel Malik, du président du conseil régional Mohamed Hamad, du sous-préfet du secrétariat d'État au sport, le président de la Ligue de football ainsi que plusieurs autres personnalités de la région. Au programme, les finales de football, de handball et volleyball étaient prévues pour clôturer en beauté et en football. La huitième de finale a difficilement battu la formation, la 8e 2 pardon, a difficilement battu la formation de la 7e en volleyball. L'équipe du lycée général a remporté la finale face à la formation du lycée technique d'Obog en handball féminin et la première place revenue à la classe de 8e 5. À cette occasion, les différents acteurs ont été récompensés pour leur performance, leur engagement et leur fair play dont ils ont fait preuve tout au long du tournoi. En Nouvelles du Monde, à présent, un groupe écologiste libyen se bat pour sauver les forêts restantes. Les précipitations étant rares dans ce pays, en grande partie désertique, qui commence à peine à se remettre des années de conflits meurtriers qui ont suivi le soulèvement de 2011. Le groupe d'activistes s'efforce de sensibiliser le public aux zones vertes autour de la capitale Tripoli qui disparaissent rapidement à cause de la sécheresse, de l'activité humaine et de la désertification. Chaque semaine, ses membres se réunissent pour lancer des campagnes médiatiques et mener des activités pour faire face aux dangers auxquels sont confrontés Tripoli et d'autres villes côtières. Le groupe, qui comprend des dizaines d'agronomes, d'horticulteurs et de bénévoles, aimerait finalement relancer le projet de ceinture verte datant des années 50 et 60 qui s'est étiolé au cours des décennies de guerre et de troubles. Aujourd'hui, les institutions de l'État libyen, affaiblies par les rivalités et l'insécurité, peinent à assurer une gouvernance stable, notamment en matière de protection de l'environnement. Ces dernières années, la police agricole a recensé au moins 1700 affaires criminelles impliquant des activités telles que l'exploitation forestière non autorisée et la construction illégale. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.